Je vous laisse vous présenter. Parfait. Merci. Bonne soirée à tous. Sortir de ces certitudes, hein, c'est un enjeu commun entre professionnels de santé et également les patients. Les certitudes en tant que professionnels de santé, comme quoi on connaît au niveau du savoir, hein, on a toutes les connaissances, l'expérience requise. Et en même temps, il y a le patient qui, lui, est aussi dans ses certitudes au niveau de ses ressentis, il sait ce qui est bon pour lui, il sait ce dont il a besoin. Donc, quand ces certitudes-là se trouvent confrontées, qui volent en éclats, c'est là où parfois on se trouve avec une rupture de l'alliance. Donc, c'est un petit peu le sujet de ce soir. Bienvenue, je suis Suzanne Develine et ça me fait plaisir d'être avec vous pour la prochaine heure. C'est vraiment en toute humilité le sujet que je vous propose. J'ai absolument pas la prétention de tout connaître et je crois que vous avez beaucoup plus d'expérience dans la relation à tous les jours, mais j'aime beaucoup tout ce qui est humain et je suis passionnée par ce sujet-là et je suis passionnée par l'approche pacifiante. Donc, je viens du Canada, vous l'avez remarqué que je n'ai pas un accent très local. Ça fait quand même 12 ans que je suis en Nouvelle-Calédonie et je travaille un petit peu partout sur le territoire, toujours dans des sujets de santé mentale et j'ai aussi une casquette dans l'organisation de management. Donc, c'est ça sur quoi je vous propose de parcourir la prochaine heure ensemble. Alors, renforcer l'alliance thérapeutique, accueillir, mais sans s'épuiser aussi, et pacifier les conflits avec les patients. Donc, je vous propose quelques thèmes, notamment les violences en milieu des soins. Je voudrais revenir sur quelques chiffres pour qu'on se situe un petit peu, est-ce que c'est un phénomène qui est isolé ou c'est un phénomène qui est plus répandu qu'on pense? Donc, j'imagine que vous vous doutez bien que si on en parle, c'est que c'est peut-être un petit peu plus répandu qu'on pense. Comprendre l'agressivité. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière l'agressivité? On va aussi regarder, on va se faire un petit récapitulatif rapide, qu'est-ce que l'alliance thérapeutique. On va aussi prévenir l'escalade émotionnelle. Dans cette partie-ci, vous allez voir que c'est un petit peu plus... les slides sont un peu plus chargés. Je l'ai fait volontairement de cette façon-là pour que ça vous fasse un peu comme une fiche récap des différents éléments de pacification. Donc, on va le regarder ensemble. Prendre soin de soi aussi, de son bien-être, parce que vous prenez soin de nous, mais est-ce que des fois, vous êtes toujours des meilleurs pour prendre soin de vous? Je ne suis pas toujours certaine. Donc, on va, au cas que vous soyez un petit peu, vous êtes un peu oublié, on va revoir ça un petit peu ensemble et on va faire une synthèse et échange période de questions. Est-ce que ça vous va comme sujet ou il y avait des sujets que vous souhaitiez aborder différemment ou en tout cas... C'est bon? On est parti. Alors, les statistiques, j'ai pris deux statistiques principales. D'abord, une statistique qui provient d'un hôpital en Tunisie qui a été fait sur 71 personnels hospitaliers, mais j'ai aussi des statistiques de France. Donc, on va quand même regarder. On dit que 95,8 dans cette étude-là, qui est des soignants qui ont été victimes ou témoins de violences à l'hôpital. Je parle de milieu hospitalier, mais que ce soit dans un cabinet privé, franchement, c'est pas mal les mêmes situations. 60,6 des victimes sont principalement les infirmiers, qui sont beaucoup plus en contact souvent avec la patientèle, et les médecins, 21,1 Il y a aussi parfois que il y a comme une espèce de barrière, on va dire, qui fait en sorte que la personne va avoir plus tendance à se laisser peut-être aller avec l'infirmier qu'avec le médecin. Donc, ça explique aussi les statistiques de cet ordre. 95,8 des violences sont commises par les patients et leurs accompagnants. Donc, ce n'est pas que les patients avec lesquels vous avez parfois à prendre en compte, mais leurs proches aussi, qui souvent vivent des frustrations, vivent des inquiétudes aussi, qui fait en sorte qu'ils sont stressés et parfois aussi qui peuvent être des contaminants aussi de stress pour le patient. On a 98,6 des violences qui sont de type verbal et on a quand même 53,5 qui sont d'humeur dépressive dans les personnes que l'on rencontre. Ensuite de ça, au niveau quelques chiffres,
Ça, c'est plus des sources au niveau de l'Observatoire du ministère de la Santé et de la Prévention France, sur l'Observatoire de la santé notamment. Donc, vous pourrez aller voir un petit peu plus en détail en ayant accès aux sources. 84 des personnels hospitaliers en 2021, encore là, principalement les infirmiers, et suivi des médecins. Vous voyez, c'est quand même le même donné des médecins que pour l'hôpital de Tunisie. Donc, on voit bien qu'il y a une constante importante à ce niveau-là. 90 des violences aussi sont commises par les patients ou leur accompagnateur. Donc, c'est encore un chiffre qui est élevé. L'autre, c'était 98. Ici, on est à 90. Donc, on voit bien que les deux sont à prendre en compte dans la relation. Les motifs principaux, 51,4 liés à la prise en charge des patients. 8,5 liés au temps d'attente jugé excessif. Et le temps d'attente, j'ai envie de vous dire que c'est relatif, hein? Parce que si vous parlez de temps d'attente au Québec puis de temps d'attente ici, c'est pas le même temps d'attente. Je peux vous assurer que le temps d'attente au Québec, moi, quand j'appelle ici pour avoir un rendez-vous avec un spécialiste puis que la réceptionniste est gênée de me dire qu'il n'y aura pas de rendez-vous avant 2-3 semaines, j'ai envie de dire merci, madame. Parce qu'ici, on a quand même, malgré tout, malgré l'absence de certains professionnels de santé, on a encore, au moins sur certains secteurs, des accès assez rapidement. Donc, le temps d'attente, par contre, c'est une donnée qui a changé depuis l'année dernière, hein, on le voit bien, et 6,3 d'alcoolisation des patients. Donc, ça, c'est vraiment pour poser que le sujet dont on va aborder ce soir, effectivement, ce n'est pas un sujet anodin et c'est un sujet qui est beaucoup plus présent que l'on le pense. Les violences en milieu de soins, évidemment, une meilleure communication, c'est tout l'objet de la rencontre de ce soir pour faire en sorte de créer une meilleure alliance thérapeutique avec les personnes avec qui on a à être en relation et de réduire les risques de violence. Parfois, on ne se rend pas compte, mais nos mots ou notre attitude peut provoquer chez l'autre personne une montée en émotion. Pas nécessairement parce que c'est votre fait, mais parce que l'autre personne, quand elle arrive dans votre cabinet, elle arrive déjà avec des a priori. Elle arrive déjà avec une boule de stress. Donc, forcément, dès que vous touchez un sujet sensible, il se peut que, oups, ça monte rapidement. Donc, d'où l'enjeu de la relation et de prendre soin de notre posture, de prendre soin aussi de notre langage verbal, de notre approche pour se mettre en sécurité la personne et mettre en sécurité aussi les gens qui nous entourent. Alors, comprendre l'agressivité, évidemment que l'agressivité, plus les personnes sont en douleur, plus l'agressivité est présente ou en tout cas à risque et la frustration a une perte de contrôle. Vous savez, quand on a une douleur et qu'on n'arrive pas à avoir du contrôle dessus, ce qui rend l'humain généralement le plus en situation d'agressivité ou de frustration, c'est quand il a le sentiment qu'il n'a pas de contrôle. Donc, dès que la personne est dans un contexte où elle n'est pas chez elle, où elle est dans un endroit qu'elle ne connaît pas, ou qu'elle ne vous connaît pas, ou qu'elle ne sait pas de ce dont vous allez lui parler, forcément, peu importe ce que vous allez lui dire, il y a déjà son discours intérieur qui est assez important. Donc, ça va être nécessaire de prendre le temps d'accueillir et de voir où la personne se situe et d'accueillir ce doute, d'accueillir cette inquiétude pour être capable d'établir une bonne relation avec la personne. Donc, moi, je vous dirais aussi que par expérience, dès qu'on est capable, dans la rencontre, de trouver un élément pour donner du contrôle à la personne, plus c'est facile de créer la relation, plus c'est facile aussi d'avoir la collaboration de la personne. Même si c'est un petit élément, poser des questions ouvertes, éviter les questions fermées qui enferment la personne et qui ne l'amènent pas à réfléchir plus en profondeur, on va dire. Donc, c'est des techniques qui sont importantes, qui sont intéressantes. La perte de contrôle peut être exprimée évidemment par les patients, par les proches et par les soignants. Maintenant, si on regarde, dans l'agressivité, il y a 3 types de facteurs qui sont importants à prendre en compte. Les facteurs qui sont liés au patient, c'est-à-dire que ça ne vous concerne pas nécessairement, hein, bien sûr, ça n'émane pas de vous, c'est le patient lui-même.
Sa douleur intense, donc, qui fait en sorte qu'il est moins tolérant et qu'il est moins en capacité de se concentrer aussi et de recevoir les informations qui lui sont transmises. Il est généralement plus irritable, évidemment. L'anxiété, le stress, la peur de l'inconnu, le sentiment d'impuissance. C'est pour ça que je vous disais que le sentiment d'impuissance, ça va avec la perte de contrôle. D'avoir le sentiment que je ne suis plus acteur dans ma vie parce que j'ai un problème de santé, c'est l'élément qui va générer le plus de frustration, le plus d'agressivité. Donc, je vous dirais, si vous avez un focus à chercher dès le départ avec la personne, c'est de voir de quelle façon vous pouvez lui donner un endroit où il peut être acteur pour que vous puissiez tout de suite essayer d'établir la relation de collaboration. Ça va vous aider, ça va faire en sorte que tout de suite, il va être acteur au lieu d'être passif. Parce qu'il n'y a rien de pire, hein, je pense que vous le vivez régulièrement. Quand vous êtes face à une personne qui est passive dans l'entretien, c'est assez difficile pour vous de pouvoir ajuster. Donc, dès le départ, d'essayer de créer un lien pour qu'il puisse être acteur. Ensuite de ça, bon, les frustrations, l'attente prolongée, sentiment de ne pas être entendu, les troubles psychiatriques, paranoïa, troubles de l'humeur, la psychose, et évidemment les consommations, les substances, les drogues et les phases de sevrage aussi. Donc ça, ce n'est pas des choses nécessairement que je vous apprends beaucoup, mais je trouve important quand même de le séquencer d'abord pour les patients, quels sont les facteurs liés aux patients. Ensuite, les facteurs liés à la situation, donc les attentes prolongées, la perception d'un manque de considération, le manque d'information, sentiment d'être abandonné, sentiment, encore une fois, que je ne suis pas acteur. Contact perçu comme froid ou expéditif, perte de confiance, incompréhension des intentions, vos intentions. Et les mauvaises nouvelles, les chocs émotionnels, les refus du diagnostic. Et maintenant, les facteurs liés plutôt aux médecins ou en tout cas à nous, professionnels de santé. La posture et le langage corporel. On le sait que notre communication passe par les mots, bien sûr, mais on sait qu'elle passe par la gestuelle. Si je dis à quelqu'un sur la même phrase, mais avec une intonation différente, avec une gestuelle différente, ça va changer le sens de mon message. Donc, c'est 80 vous le savez, 80 de la communication passe par la gestuelle. Donc, c'est important d'être attentif à la gestuelle aussi et d'établir le contact visuel dès que la personne rentre dans votre cabinet. Ça arrive souvent que je vois des personnes, elles rentrent, bon, je ne vous dirais pas ici, hein, c'est au Québec que j'ai vu ça, mais pas en Calédonie. Mais des personnes qui rentrent et tout de suite, le médecin commence à poser des questions. Votre âge, votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone, derrière son écran. Je vous dirais que, franchement, j'entends que c'est une priorité, c'est important pour vous, mais déjà, ça fait des secondes de plus, parfois même des minutes de plus d'anxiété. La personne, quand elle est dans la salle d'attente, dans sa tête, là, parfois, ça commence à monter. Le stress commence et il y a plein d'histoires qui peuvent se mettre dans la tête de la personne. Dès qu'on appelle son nom et qu'elle traverse la porte, le seuil de stress est plus intense. Donc ça, il faut le savoir, il faut être conscient de ça, que déjà, dès le départ, l'objectif, c'est d'essayer d'apaiser tout de suite la personne. Donc le contact visuel, prendre le temps de l'accueillir, prendre le temps de remercier la personne d'être présente, de lui demander qu'est-ce qui la préoccupe. Je suis là pour vous. Des phrases simples, des phrases clés, mais vous vous occuperez, dans les minutes qui suivent, à rentrer votre registre, vos informations dans le registre. Vous allez avoir de la difficulté à établir la relation si vous vous concentrez d'abord sur ce qui vous importe. La personne, elle est consciente qu'elle va devoir vous donner de l'information. Mais dans un premier temps, elle souhaite être considérée, elle souhaite qu'on s'adresse à elle, pour elle, et qu'on se préoccupe de son besoin d'abord. Après, elle va être capable d'être plus collaboratrice. Ça va pour vous? Ensuite, donc, j'ai peut-être passé une petite slide, j'ai l'impression. Ah ouais,
Voilà. Les facteurs liés à la posture, le manque de disponibilité, l'agitation, gérer ses émotions. Évidemment, quand il y a du bruit autour, que c'est stressant, ça augmente dans la charge mentale de la personne. Donc, c'est vrai que si vous intervenez dans des milieux où c'est bruyant, ça peut avoir un impact sur la gestion du stress de la personne, sa capacité à gérer tout ça. Donc, en gros, on dit qu'à peu près 25 c'est des facteurs liés au médecin et à l'environnement, 40 des facteurs liés aux patients et 75 des facteurs liés à la situation. Donc, comme médecin ou comme professionnel de santé, si on avait un focus à donner, évidemment, ça va être dans un premier temps de regarder ces éléments-là avec la personne, puisque c'est ceux-ci qui vont générer généralement le plus d'agressivité. Donc, ça vous permet de voir le premier point, la douleur. Est-ce que la personne a de la douleur? Où se situe sa douleur? Comment? Bon, ça, toutes les questions, vous les connaissez, vous les savez, vous les utilisez. Pour ensuite revenir peut-être un peu par la suite, quelles sont ses attentes par rapport à la douleur, justement, et comment moi, je peux vous aider dans vos attentes par rapport à la gestion de la douleur. Donc, même si vous n'avez pas affaire à des gens qui sont des professionnels de santé, bien entendu. Juste le fait de poser la question, comment je peux vous aider dans la gestion de votre douleur ou comment ce que vous avez mis en place jusqu'à présent dans la gestion de votre douleur, ça permet dès le départ d'aller chercher sa collaboration et de l'impliquer dès le départ. Donc, c'est un petit détail, mais qui va faire en sorte que ce temps-là que vous allez avoir investi dans le départ, vous allez le gagner ensuite dans l'efficience parce que la relation va être beaucoup plus fluide et l'information va sortir beaucoup plus aisément. La confiance va être beaucoup plus présente. Donc, moi, je dis toujours que ça vaut la peine d'investir quelques minutes de départ dans la relation à la personne pour ensuite revenir sur les éléments de préoccupation, diagnostic ou tests, etc. Ça va être beaucoup plus facile pour la personne de comprendre si, dès le départ, elle est prise en compte, elle est apaisée. On va voir qu'un peu plus loin, elle va être beaucoup plus disponible. Ça va pour vous? Alors, la violence versus l'agressivité. La violence, c'est quelque chose qui est fait dans un objectif de nuire. Tandis que l'agressivité, c'est souvent une défense, parfois inconsciente, parfois par manque de stratégie, par manque d'alternative, par manque de capacité autre de la personne, qui va faire en sorte qu'elle ne sait pas comment répondre à son besoin qui est non satisfait. Donc, c'est vraiment important, je pense, de distinguer la violence de l'agressivité. La violence, évidemment, que c'est quelque chose qu'on ne tolérera pas, mais l'agressivité, par contre, on peut la comprendre, on peut l'entendre et on peut composer avec parce que derrière, c'est une manifestation d'expression des besoins non satisfaits. Donc, on va le prendre en compte différemment. Pourquoi s'y intéresser, évidemment, pour le patient, pour une prise en charge bienveillante qui réduit le stress et favorise l'adhésion aux soins pour le soignant, pour que lui aussi, ça diminue sa charge émotionnelle. Quand vous prenez la tête avec un patient, évidemment que si vous le faites, vous avez 25 personnes à voir dans la journée. Je ne sais pas exactement combien de personnes vous voyez, mais et qu'à chaque fois, c'est tendu, bien sûr que vous, à la fin de la journée, ça va être des charges émotionnelles qui vont être importantes et qui se cumulent de jour à jour. Donc, pour les proches, permet d'éviter les conflits, d'abaisser les inquiétudes et pour l'organisation, évidemment, l'alliance thérapeutique pour l'organisation, c'est des éléments importants de travailler dans un climat apaisé, autant pour vous, autant pour le personnel autour de vous qui travaille en collaboration. Ça limite aussi l'absentéisme au travail, le fait qu'on est dans une atmosphère bienveillante, dans un climat de communication bienveillante. Ça réduit les conflits, les coûts liés aux interruptions, soit des employés qui sont en interruption de travail, mais soit aussi parce que les personnes vont interrompre leurs soins et que finalement, les situations vont s'aggraver et que ça va devenir de plus en plus onéreux à chaque fois, la prise en charge.
Non, mais vous êtes toujours sage comme ça à chaque fois. Pourquoi les patients deviennent-ils agressifs? Bien, c'est juste ce qu'on vient de dire, c'est un signal d'alarme, de détresse, plutôt qu'une attaque personnelle. Donc, c'est important de se rappeler que la personne, ce qu'elle veut, c'est pas vous agresser. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment important d'être capable de... Je n'ai pas le mot qui vient, mais d'être capable de se déconnecter, si on veut. C'est pas envers vous, c'est envers ce que la personne vit, c'est envers la frustration par rapport à ce que vous lui dites, mais en aucun temps, c'est quelque chose de personnel à vous. Donc, la personne, elle n'a pas d'endroit, souvent, vers qui s'adresser pour déposer son agressivité. Donc, parfois, effectivement, vous êtes la personne qui est de front, mais ça fait toute la différence d'accueillir et de se rappeler « je ne suis pas l'objet, je ne suis pas la cause de l'agressivité de la personne », pour éviter que vous, ça devienne aussi une charge mentale importante et que vous rentrez également dans des émotions de souffrance. Comprendre les causes permet de mieux désamorcer. Puis l'alliance thérapeutique, qui est le levier essentiel pour prévenir ou mieux gérer l'agressivité, tout en favorisant le bien-être, le vôtre et celui aussi de la personne. Maintenant, juste un petit rappel sur qu'est-ce que l'alliance thérapeutique. J'ai été chercher, selon une étude de Bourdin 1979, mais qui est encore d'actualité aujourd'hui, l'alliance thérapeutique, qui est la collaboration, la relation de confiance entre le professionnel de santé et la personne, le soignant, pas le soignant, pardon, le patient. 3 piliers fondamentaux pour l'alliance thérapeutique. On parle souvent de l'alliance thérapeutique, mais c'est vrai qu'on aborde peu souvent les 3 piliers fondamentaux de l'alliance thérapeutique. Et ça, je trouvais que c'était important de se le rappeler. D'abord, le lien affectif, le sentiment de confiance, le respect mutuel, l'engagement du patient et du soignant. L'accord sur les objectifs. Et ça, c'est des choses sur lesquelles on passe souvent à côté. C'est-à-dire qu'on n'a pas toujours pris le temps de valider la compréhension de l'objectif du soin ou la compréhension de la manière dont on va faire les choses. Donc, souvent, c'est un élément qu'on pense évident, qu'on pense que la personne a compris, mais qui mérite de prendre le temps de vraiment vérifier la personne, qu'est-ce qu'elle entend et qu'est-ce qu'elle comprend, et comment elle pense pouvoir collaborer aussi à ce soin. Donc, pour vraiment s'assurer qu'on est en accord sur les objectifs. Deuxième des choses, sur les tâches. Qu'est-ce que chacun doit faire pour rencontrer ces objectifs-là? Donc, l'alliance thérapeutique, ce n'est pas seulement sur la communication ou sur la relation à l'autre. C'est vraiment ces 2 éléments-là super importants. Les objectifs, s'assurer que la personne comprenne bien qu'on est ensemble, on travaille ensemble sur un objectif commun, et c'est important qu'on ait une compréhension commune de ce qu'est l'objectif. Si l'objectif n'est pas clair pour la personne, ça va toujours être difficile pour elle d'avancer dans le soin. Il va y avoir probablement des résistances, voire même de l'agressivité. Et les tâches, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a convenu des objectifs, quelles sont les tâches qu'on va faire ou les étapes pour arriver, pour accomplir cet objectif-là? Ça aussi, c'est un élément important qui mérite de prendre le temps de s'y attarder parce que quand la personne arrive dans votre bureau, vous allez dire des choses, mais vous le savez qu'elle ne retiendra pas tout nécessairement facilement, qu'il va falloir répéter, qu'il va falloir vérifier sa compréhension parce que sa charge émotionnelle fait en sorte que c'est beaucoup plus long, parfois, de capter ces éléments-là sur les objectifs et sur les tâches. Donc, prenez le temps de vérifier sa compréhension, prenez le temps de vérifier son accord et prenez le temps de vérifier comment elle va s'y prendre pour arriver à accomplir ces tâches-là. Est-ce qu'il y a des éléments qui empêchent la personne de réaliser ses actions, etc. Est-ce que c'est bon pour vous? OK.
Donc, la qualité de la relation entre le professionnel de santé et le patient, ça influence évidemment beaucoup la qualité du soin qui va être donné. Ça permet de réduire l'anxiété, la détresse du patient. Ça permet de favoriser l'adhésion au traitement. Comme je vous disais, si la personne comprend les objectifs et comprend comment on va s'y prendre pour atteindre cet objectif-là, ça favorise son adhésion au traitement. Ça améliore donc l'efficacité des traitements et ça renforce la satisfaction du patient et la motivation, évidemment, du soignant. C'est-à-dire que comme professionnel de santé, évidemment, ce que l'on souhaite, c'est que la personne aille mieux. Il n'y a rien de plus satisfaisant, j'imagine, quand vous voyez un patient qui prend du mieux. Donc, ça a un impact pour le patient, mais ça a un impact pour vous aussi. C'est là pourquoi vous avez choisi cette profession. Donc, quand on voit la satisfaction du patient, bien forcément, c'est, moi j'appelle ça déposer dans son compte de banque. Si on fait juste des retraits tout le temps, à la fin de la journée, on va être épuisé. Mais si on a des occasions pour faire justement des dépôts dans notre compte de banque de satisfaction de patient, bien forcément, à la fin de la journée, votre pile personnelle, votre batterie de santé mentale, là, la pile, elle va être plus élevée et moins en seuil critique. C'est bon pour vous? Alors, l'observance thérapeutique, c'est toujours une étude qui nous démontre que la qualité de la communication médecin, quand je parle de médecin, j'inclus tout professionnel de santé, hein, donc augmente l'observance de 19 %. Donc, c'est pas rien. Ça veut dire que si vous avez réussi à créer une bonne communication, un lien thérapeutique avec le patient, l'efficacité de vos soins augmente de 19 %. C'est quand même pas rien. Donc, ça démontre bien d'où l'importance de prendre le temps de créer cette relation-là, parce que 19 %, c'est quand même un chiffre important en termes, on va dire, de performance au niveau du soin. Je faisais juste un petit exemple ici. Évidemment que le premier exemple ici, c'est sans l'alliance thérapeutique. Une personne de 45 ans, diabétique de type 2, qui ne suit pas nécessairement son régime. Dans le premier sans alliance thérapeutique, le médecin ou le professionnel de santé est assez strict sur le menu et sur le régime hein, que la personne doit suivre. Et qui fait en sorte que finalement, bien, monsieur perd sa motivation et il ne suit plus du tout les recommandations. Le deuxième, qui est un peu moins strict, mais qui explore aussi à la personne par quoi elle pourrait commencer. Qu'est-ce qu'elle pourrait, pour commencer, enlever de son alimentation ou qu'est-ce qu'elle pourrait réajuster dans son alimentation pour atteindre les objectifs. Donc, ça fait en sorte, ici, au lieu de juste recevoir un régime, on va dire, à suivre strictement et pour lequel je n'ai pas eu rien à dire, je n'ai pas collaboré du tout en aucun temps dans l'élaboration du régime, tandis que celui-ci, on peut demander, on va solliciter la personne, et quand je vous disais donner le contrôle à la personne, c'est un bel exemple pour pouvoir donner le contrôle à la personne, c'est-à-dire lui demander qu'est-ce qu'elle, elle pense qu'elle pourrait commencer à faire et utiliser la stratégie des petits pas. Donc, c'est vraiment un exemple concret pour l'alliance thérapeutique, mais qui va faire une bonne différence dans l'implication du patient de pouvoir se questionner lui-même qu'est-ce qu'il peut faire. Et si la réponse vient de lui, on sait très bien qu'il a beaucoup plus de chances de le mettre en place parce que déjà, il se projette de le faire. Alors, comprendre les signaux précoces, maintenant, on va commencer à parler justement de l'agressivité. Quels sont les signaux précoces? Comment on peut voir que quelqu'un commence à présenter de l'agressivité? Bon, évidemment, pourquoi c'est important? Bon, je pense que ça, c'est assez évident. Pour éviter de se mettre en danger, pour éviter que la personne puisse... pas puisse, mais éviter que la personne éclate et que la crise s'installe et que là, tout soit cristallisé. Donc, c'est ce qu'on veut éviter le plus possible. Donc, évidemment, plus les signes sont détectés tôt, plus on peut désamorcer la situation efficacement. Moi, j'aime à comparer un peu comme une escalade. Souvent, on voit des gens qui sont en crise, on voit qu'ils sont partis de l'étape calme, et tout d'un coup, on constate qu'ils sont rendus à l'étape crise, éclatement,
agressivité, parfois même violence physique. Mais il y a tout un lot, d'étapes avant d'arriver à l'éclatement de la crise. Et ce qui est intéressant aussi quand on travaille avec des personnes qui sont agressives, c'est de leur faire prendre conscience de ces différentes étapes. Ce n'est pas l'objectif, mais je fais juste quand même de l'aborder pour qu'on voit bien qu'on peut être attentif aux étapes. Dans un premier temps, comment la personne elle est habituellement quand elle est calme? Quels sont ses signes? Quels sont ses propos? Quelles sont ses activités lorsqu'elle est calme? Quand elle est agitée, quels sont ses premiers signes? Quand moi, je suis agitée, mes premiers signes, je suis sûre qu'ils sont différents des vôtres. Moi, je peux commencer à marcher rapidement, je peux commencer à me tourner. Il y en a d'autres, ils vont être agités, ils vont se manger les ongles. Il y en a d'autres qui vont aller chercher du chocolat. Donc, on a tous des signes différents. Et ensuite de ça, perturbateur. Perturbateur, je commence à avoir des propos qui peuvent être dérangeants. Et ensuite de ça, il peut y avoir l'agression, mais pas nécessairement l'agression physique. Ça peut être l'agression verbale, ça peut être aussi de détruire des choses et l'éclatement de la crise. Donc, c'est intéressant de s'intéresser justement aux premiers signes précoces. Comment on peut déceler? C'est pas un mot français tellement, ça, je pense. Oui, ça va? OK. Comment on peut détecter les premiers signes d'agitation d'une personne? Donc, quand vous arrivez, la personne, elle arrive dans le bureau, est-ce qu'elle est calme? Est-ce qu'elle est posée? Est-ce que son corps est détendu? Est-ce que son visage est ouvert? Est-ce que ses épaules sont relaxes? Est-ce que le débit de sa voix est lent ou est fort? Est-ce qu'elle est capable de parler déjà aussi? Parce que des fois, l'émotion peut faire en sorte que les personnes ont de la difficulté à s'exprimer. Comment elle est assise? C'est tous des signes qui vont vous permettre rapidement de balayer la personne pour voir un peu quel est son état psychologique dans lequel elle arrive, pour que vous puissiez tenter, dès le départ, de vous ajuster en fonction de son niveau potentiel d'agitation. Le regard, est-ce qu'il y a un regard, il y a un contact visuel ou pas? Le changement de ton et de posture, la hausse du volume, le ton plus sec, plus tranchant, parfois même ironique. Les modifications de la posture, quand on change souvent de posture, c'est un signe habituellement d'agitation. La tension corporelle, bon, là, évidemment, que si vous commencez à avoir des poings serrés, les mâchoires crispées, je vous dirais, éloignez les choses sur votre bureau parce que là, on voit bien qu'on est face à une personne qui commence à être très tendue. Les gestes plus rapides ou saccadés, la respiration plus courte et plus rapide. Donc, comme vous êtes habitué habituellement en tant que professionnel de santé d'observer les signes, les symptômes, bien, c'est intéressant de voir là les signes de stress s'ils sont présents pour être capable de le prendre en compte dès le départ de la personne lorsqu'elle arrive dans votre bureau. La verbalisation d'un ressenti fort, ça commence à bien faire. C'est pas normal que je sois traitée ainsi. Et des menaces implicites. Faites attention à ce que vous dites. Donc, j'aimerais revenir sur cette slide-là que j'aime utiliser à chaque conférence. Oui, je le sais. Parce que je trouve qu'elle est intéressante pour la compréhension de la charge émotionnelle et des émotions. Dans un premier temps, ici, le cerveau reptilien. Le cerveau reptilien, c'est le premier cerveau qui a été développé. Et le cerveau reptilien, lui, il peut capter entre 400 000 à 2 millions d'informations à la minute. Donc, c'est énormément d'informations. Depuis que vous êtes arrivé dans la salle, vous avez enregistré une foule d'informations. À peu près, il y a combien de personnes, la température de la pièce, où se situent les lumières, quelle couleur est ma robe, et plein d'informations. Mais ce soir, quand vous allez vous coucher, j'espère que vous allez éliminer ces informations-là parce qu'elles ne sont pas utiles, de manière à faire en sorte que demain matin, votre cerveau il soit prêt à accueillir de nouvelles informations. Mais de garder celles qui sont les plus importantes, comme évidemment cette slide-là, bien sûr. Donc, le cerveau reptilien, lui, son travail en tout temps, tout le temps, quand vous dormez, quand vous êtes en train de lire, quand vous êtes en train de travailler, c'est continuellement d'être attentif à ce qui peut menacer
votre sécurité physique ou psychique. Tout le temps. Donc, lui, c'est un immense capteur, c'est un radar. Il est toujours en train de balayer votre environnement pour détecter s'il y a des menaces. Et dès qu'à travers vos sens, donc le VACOG, s'il détecte une menace potentielle, il vous en informe. Comment il fait ça? Comment il vous en informe? Ça serait bien que quelqu'un risque une réponse. Je me sentirais moins tout seul. Par des sensations corporelles désagréables. Sensations corporelles, oui, mais c'est pas tout à fait là où je veux vous amener. Pas. Je suis sûre que tu le sais. Système nerveux, neurotransmetteurs. Neurotransmetteurs. Comment votre... En fait, imaginez-vous qu'il y a une menace à la porte. Il y a un feu qui se déclenche. Vous voyez, vous sentez, vous entendez peut-être. Votre cerveau, à quel moment il va décider on se taille? Quand il y a une émotion. L'émotion est le déclencheur de l'action. Il y a des réactions physiologiques aussi, parce que quand il y a l'émotion, il y a l'adrénaline, concentration du sucre dans le sang, qui va faire en sorte que les vaisseaux vont s'activer, les muscles vont être plus forts pour être capables de se sauver. Donc, en gros, le cerveau reptilien, quand il détecte une menace, réelle ou perçue, le cerveau ne fait pas de différence entre le réel ou le perçu. C'est-à-dire que je pourrais très bien vous mettre dans une situation d'inconfort en vous amenant à fermer les yeux et en vous imaginant, vous faisant repenser aux pires souvenirs de votre vie. Et je suis sûre que vous commenceriez à avoir des signes de stress. Et pourtant, vous n'êtes pas confronté à la situation maintenant. Donc, le cerveau, il enregistre. Le cerveau reptilien, lui, justement, pour être capable d'adopter des comportements les plus adéquats en adéquation avec le risque, il va toujours, dans la vie de tous les jours, comment je pourrais dire ça? Il va classer des choses. Si, par exemple, moi, j'ai vu quelqu'un qui avait, je sais pas moi, qui parle fort, et que dans ma vie, un jour, je me suis fait agresser par quelqu'un qui parle fort, il y a une partie de moi qui a enregistré que quand on hausse la voix, il y a un danger potentiel pour moi. Et pourtant, c'est pas parce que la personne parle fort, forcément. Il y a des gens qui parlent fort de nature, ils sont enthousiastes ou ils ont un timbre de voix, ils ont une bonne caisse de résonance qui fait que leur voix projette bien. Donc, mais moi, si j'ai une mauvaise expérience, mon cerveau reptilien, et plus d'une fois, de surcroît, il va avoir classé que, hop, il y a un risque. Donc, il va réagir tout autant que si c'était une vraie menace. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que parfois, dans nos attitudes, on peut provoquer chez l'autre, susciter chez l'autre une réaction d'agressivité, même si ce n'est pas notre intention. Ça ne nous appartient pas, ça n'est pas de notre fait, parce que l'autre a son histoire, l'autre a ses ressentis, l'autre a ses capteurs et l'autre a ses conclusions aussi par rapport à ce qu'il voit, sa propre analyse. Donc, c'est pour ça que c'est important de prendre la distance, se dissocier, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, se dissocier, se dire, la personne, c'est son agressivité, c'est son stress, comment je peux faire pour y répondre? Donc, ça va être beaucoup plus facile de cette façon-là. Donc, le cerveau, lui, quand il détecte une menace, il envoie un message au cerveau limbique, dans l'hippocampe, et c'est là qu'il va traiter les émotions. Et lorsque l'émotion est douce au départ, il envoie un petit signal, et vous n'allez peut-être pas l'entendre, parce qu'on n'est pas toujours habitué d'écouter nos émotions. Vous n'avez pas entendu, puis la menace est de plus en plus présente, ça va faire une émotion plus forte, plus intense, jusqu'à ce qu'à un moment donné, franchement, vous soyez plus en capacité d'accéder à ce que j'appelle le troisième étage, le néocortex.
Bon, j'avoue que je suis un petit peu gênée devant vous, qui sont des professionnels de santé, de vous présenter une slide aussi simple que ça du cerveau, mais c'est juste pour vulgariser. Donc, je vous remercie de votre tolérance. Donc, le néocortex, évidemment, c'est là où il y a toutes les capacités supérieures du cerveau, les fonctions cognitives, hein? Attention, concentration, mémoire, analyse, jugement, prise de décision, espace-lieu, espace-temps, etc. Donc, ça veut dire que si l'émotion, elle est trop forte, ici, bien, le patient, il ne vous entend pas. Il n'est pas en capacité d'accéder. Vous, c'est comme si vous étiez... je vais prendre l'autre slide. Je compare un peu, à ce moment-là, à 3 étages d'une maison. Cerveau reptilien, le cerveau des émotions limbiques et le néocortex. Donc, vous, en tant que professionnel de santé, vous expliquez des choses, mais vous êtes au 3e étage et vous parlez à la personne qui est au 2e étage. Ça ne passe pas. Ça ne communique pas. Donc, c'est là d'où l'importance de vraiment prendre en compte, justement, l'émotion de la personne et de l'aider à s'apaiser. Tant que l'émotion de la personne est forte, elle ne sera pas capable de monter au 3e étage. Donc, c'est là tout le travail du professionnel, d'accompagner la personne pour l'amener avec nous au 3e étage. Et il y a des questions clés simples qui peuvent rapidement amener la personne au 3e étage, notamment favoriser les questions ouvertes. Mais la question clé qui, pour moi, est la plus facile et qui m'apporte le plus de résultats, Monsieur Côté, qu'est-ce qui vous préoccupe le plus maintenant? De quoi vous avez besoin? Moi, je travaillais à un certain moment chez Cognambo Nickel aux ressources humaines et je m'occupais des Canadiens. Puis les Canadiens ont une habitude que quand ils sont en colère, ils disent des mots d'église. Donc, je ne les répéterai pas ici, surtout sous caméra. Mais, donc, des fois, je suis à mon bureau, tranquille, en train de travailler, et il rentre un Québécois en colère, et ça, c'est des mots d'église. Et parfois, il donne même un coup de pied sur la chaise. Bien, dans l'histoire de l'humanité, dire à la personne « calme-toi, calme-toi », moi, je vous dis, ça n'a jamais fonctionné. De mon histoire, en tout cas, ça n'a jamais fonctionné. Parce que ça veut dire, quand je dis à l'autre « calme-toi », je suppose qu'elle est en capacité de se calmer. Donc, je mets encore plus en évidence son incapacité à se calmer. Donc, je la mets en situation d'échec. Alors, forcément, c'est pas super winner. Et la deuxième des choses, c'est que ça veut dire aussi que je n'ai même pas pris en compte. Donc, je vais commencer par, moi, ce qui fonctionnait toujours et qui m'a protégée à bien des reprises, c'est « Oh, Monsieur Côté, bien, Paul, je vois que tu es en colère aujourd'hui. Écoute, je ne sais pas pourquoi, mais tu as le droit d'être en colère. » Première étape de la gestion des émotions en 5 étapes, donner le droit à l'autre de vivre son émotion. L'émotion, elle est utile parce que s'il n'y avait pas d'émotion, ça veut dire que le cerveau reptilien, il ne sert à rien de vous envoyer un signal face à un danger. Donc, les émotions, ce n'est pas de les mettre en dessous de la chaise, en dessous du tapis, de faire poker face comme si ça n'existait pas. Les émotions sont utiles, sont importantes parce qu'elles sont des signaux que votre cerveau vous envoie pour vous dire « Hé, porte attention là, il y a une menace potentielle ici. » Donc, je lui disais « Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais tu as le droit d'être en colère. Ce que je te propose, c'est qu'on prenne le temps, qu'on s'assoie ensemble et qu'on essaie de comprendre ce qui se passe et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. » Pouf! Fini. Mais si je lui avais dit « Hé, Paul, calme-toi, calme-toi. Tu n'as pas le droit de me parler comme ça. Tu imagines, tu rentres dans mon bureau, tu es agressif. Moi, je suis calme en train de travailler. Et si en plus je le touche, ah bien là, il y a des chances que je me prenne, moi, que je sois victime d'agression d'autres personnes. Je suis entrée en plus dans sa bulle, dans un état où elle est en perte de contrôle. Donc, c'est, pour moi, je peux vous dire que j'ai comparé parfois avec une collègue qui utilisait une autre approche, qui était justement celle-là, et
ça clashait et ça passait proche un jour qu'elle prenne un bon coup. Donc, c'est ça l'approche pacifiante. C'est de trouver comment on peut essayer de prendre en considération l'émotion de l'autre pour l'amener au 3e étage et faire en sorte qu'on soit sur un même niveau de communication. Et tant que vous n'aurez pas pris en compte l'émotion de l'autre, vous aurez beau avoir les meilleurs discours possibles, scientifiques ou vulgarisés ou quoi que ce soit, la personne n'est pas en capacité de l'entendre. Donc, quand la personne rentre dans votre bureau, à chaque fois, il faut se dire, j'ai potentiellement une boule d'émotion qui rentre dans mon bureau. C'est pas le fun, parce qu'on se dit, ah, bon. Mais franchement, ça s'apprend à gérer assez rapidement. Je pense que vous avez tous des situations de succès aussi, où vous avez été en capacité de le faire, où vous avez eu des succès plus qu'à l'habitude. Bien, soyez attentifs à vos succès aussi. Qu'est-ce que vous avez mis en place à ce moment-là? Qu'est-ce qui fait que vous avez réussi à cette fois-là et pas celle-là? Votre attitude, votre fatigue, votre disponibilité va faire en sorte, est-ce que vous êtes disponible? Est-ce que vous êtes aussi au 3e étage? Donc, souvent, ce qui se produit, c'est que la personne, elle est là. Nous, on parle à la personne, on lui parle, on lui donne des suggestions 1 fois, 2 fois, 3 fois. 3e fois, on dit, on abandonne, puis on dit, il ne veut rien comprendre, donc je laisse faire. Ben non, c'est que la personne, elle n'est pas en capacité encore. Et là, c'est nous qui allons se ramasser aussi au même étage, probablement, que la personne. Mais ce n'est pas parce qu'on est au même étage qu'on va se comprendre, bien entendu. Donc ça, c'est l'enjeu de l'approche pacifiante, c'est de faire en sorte d'avoir des outils pour faire en sorte que la personne monte rapidement au 3e étage. Les questions ouvertes favorisent la réflexion. Si je vous demande « Est-ce que vous allez bien? » vous ne réfléchissez même pas. Vous allez me dire oui ou vous allez me dire non. Mais il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas d'implication. Si je vous demande, par contre, qu'est-ce qui permettrait ou qu'est-ce qui permet que vous vous sentez bien, là, il y a une réflexion. Là, il y a une montée au 3e étage. Et parfois, le silence aussi, pour dire à la personne, vous avez le droit. Puis on va regarder ensemble ce qu'on va faire. Pour éviter que la personne pense que vous allez être celui qui avait la baguette magique et que vous allez trouver toutes les solutions pour elle. Ça aussi, c'est important dès le départ de le mettre dans notre vocabulaire. On va regarder ensemble ce qui se passe et voir ce qu'on peut faire avec ça de manière à ce que, là, on vient créer, dans le fond, le contrat d'alliance avec la personne. C'est bon pour vous? Okay. Bon, je sais qu'il y a plus que 4 émotions de base, de 4 émotions, mais je trouve que c'est un bon coffre à outils de base. La peur. Qu'est-ce qui fait sonner l'alarme de la peur? Bien, évidemment, le danger, l'inconnu. Moi, ce soir, je ne vous connais pas, je ne savais pas comment vous alliez être de personne. Il y a une petite forme de peur quand même. Quand je suis arrivée, mais heureusement, je connais Marie, je connais quelques personnes. Ça fait en sorte que je me suis sentie un peu plus apaisée. Donc, je me suis sentie un peu protégée, un peu en sécurité. Donc, pouf, la peur diminue. La colère. Regardez 2 personnes qui se prennent la tête. À chaque fois, c'est toujours parce que l'un ou l'autre, ou les deux, ont une perception qu'il y a eu un manque de respect. Je ne peux pas contredire une personne qui a cette perception-là. Souvent, par contre, ce que l'on fait, c'est qu'on dit « ben non, c'est pas ça que j'ai dit, ben non, c'est pas ça que j'ai fait ». Et là, on n'accueille pas l'émotion de l'autre. On n'accueille pas. Donc, la personne, qu'est-ce qui se passe quand on n'accueille pas son émotion à l'autre? Mettons que moi, je suis en colère, là. Et si vous m'obstinez, « ben non, Suzanne, c'est pas ça que j'ai voulu dire, tatati, tatata », il se passe quoi? Bien, je vais jouer encore plus fort ma colère parce que vous ne l'avez pas pris en compte. Donc, je vais la surjouer. Et c'est là où on devient en danger parce qu'une personne qui va surjouer à un moment donné sa colère, elle vient vraiment dedans et elle peut être agressive, elle peut être violente et ça peut être dangereux. Donc, la prise en compte, OK, qu'est-ce qui fait que
qu'est-ce qui permettrait que vous vous sentiez respecté? L'alarme, c'est le non-respect, l'injustice. C'est pas juste que je sois malade, c'est pas juste que j'ai attendu, c'est pas juste que... etc., etc. OK. La personne, ce qu'elle a besoin, c'est de respect et de reconnaissance. J'entends que c'est difficile pour vous, M. Côté, puis vous avez le droit de trouver ça difficile. C'est pas facile ce que vous vivez. Vous n'avez pas idée à quel point entendre cette phrase-là peut être bénéfique. Je vous ferai faire un exercice, un atelier où vous expérimenteriez, vous verriez, vous le sentiriez, même si c'est un jeu de rôle, à quel point entendre cette phrase-là, vous avez le droit, c'est pas facile ce que vous vivez, et vous n'êtes pas seul, c'est des phrases apaisantes. C'est des phrases qui permettent à la personne de se sentir reconnue, respectée. Mais si vous commencez à vous obstiner ou à justifier, ça y est, la personne n'est plus là. Vous êtes au 3e étage, elle est au 2e étage. C'est tout l'enjeu de la relation pacifiante. Donc, vous donner une petite anecdote. Un jour, dans ma vie, j'étais pas à la même place qu'aujourd'hui et je m'en vais à la banque. J'avais quelques petits problèmes financiers depuis un certain temps, mais ça, c'est quand j'étais très jeune. Donc, ça fait très, très longtemps. Et la banquière, elle me dit, « Mais Madame Develine, ça ne doit pas être facile pour vous. Ça fait 1 an que je vois que vous essayez beaucoup de vous en sortir, que vous faites beaucoup d'efforts, et malgré ça, ça n'arrive pas toujours sans doute au résultat que vous voulez. Mais en tout cas, bravo pour les efforts que vous faites, mais ça ne doit pas être facile pour vous tout le temps. Je vous assure, je me suis mis à pleurer. J'étais tellement reconnaissante qu'on me considère comme un humain qui avait fait des efforts, qui mettait en marche peut-être des stratégies qui ne fonctionnaient pas, mais à tout le moins, j'essayais quelque chose. Bien, je peux vous dire que cette banquière-là, si j'avais pu, je l'aurais suivie toute ma vie. Mais ça l'a amené une toute autre relation avec la personne. Donc, reconnaître, vous avez le droit de trouver ça difficile. C'est pas facile ce que vous vivez et on va prendre le temps ensemble. Donc, la tristesse, qu'est-ce qui amène l'émotion de tristesse? C'est toujours quand on a perdu quelque chose. Quand on a un deuil, quelqu'un qui est quitté, on dit qu'un deuil normal prend à peu près 1 an à 2 ans. Pourquoi? Parce qu'au début, il y a toute la perte physique. Donc, on est attristé beaucoup dès le départ parce qu'il y a la perte physique de la personne. Bien, dans les jours, les semaines qui suivent, à chaque événement, on se rend compte finalement, ah, mais j'ai perdu la personne avec qui je faisais telle activité. Ah, j'ai perdu la personne avec qui je faisais mon rapport d'impôt. Ah, j'ai perdu... Et on se réajuste, on se réajuste. Et la 2e année, généralement, on a trouvé des stratégies qui font en sorte que, ah, là, le deuil est mieux. Ça ne veut pas dire qu'on a oublié la personne, mais c'est quand nos besoins sont à nouveau satisfaits par d'autres stratégies que là, l'héritage du passage dans notre vie de cette personne-là prend tout son sens et qu'on est en capacité de l'entendre et qu'on est en capacité de l'intégrer. Avant ça, ça va être un peu plus compliqué parfois. Donc, la personne a besoin d'attention, de réconfort. La joie, bien, la joie, je pense que Facebook, on connaît bien. À chaque fois qu'on va en voyage et qu'on prend une petite photo, on fait un petit selfie, c'est bien parce qu'on a un sentiment de joie qu'on a envie de partager. Donc, la joie, ce qui est intéressant, c'est que c'est une émotion qui cherche tout le temps, le cerveau est bien fait, il cherche tout le temps à nous ramener à la joie. Et quand je parle de la joie, ça ne veut pas dire que j'ai le grand sourire tout le temps et que je crie tout le temps « wouhou ». La joie, ça peut être un sentiment de bien-être intérieur. Ce n'est pas toujours non plus l'euphorie totale. Hein? Mais quand on réalise des choses par soi-même, qu'on a de la réussite, on a envie de partager, de créer du lien. Et si je vous invitais à rire, juste partir à rire, ça déclenche dans le cerveau de l'endorphine qui font partie des hormones du bonheur et qui diminue la sensation de mal-être. Donc, tout ça pour dire que quand il y a des émotions, les 4 émotions de base, c'est un bon coffre à outils, mais de se rappeler que derrière l'émotion, il y a toujours un besoin, tout le temps. Donc, et ce qui est facile, c'est que la colère,
bien, la personne a toujours besoin de reconnaissance et de respect. Donc, ne cherchez pas de midi à 14 heures. Ce n'est pas de la sécurité dont elle a besoin à ce moment-là. Qu'est-ce que je peux faire pour que vous vous sentiez apaisé, reconnu ou en tout cas respecté? Et vous allez voir, pouf, tout de suite, ça permet à la personne de s'apaiser. Ça va? 90 de notre temps d'éveil, du début jusqu'à ce que vous vous couchiez ce soir et vous endormiez, on est en émotion. Et pourtant, depuis qu'on est tout petit, généralement, on a appris que les émotions, il fallait plutôt les cacher. C'est peut-être pour ça, parfois, qu'on développe des sentiments de mal-être assez importants. Donc, je vous ai mis ici que vous pourrez relire plus tranquillement la gestion des émotions en 5 étapes. Je trouvais ça intéressant parce que je trouve que c'est un outil concret qui est rapide, qu'on peut intégrer facilement dans notre pratique et qui peut nous donner rapidement des résultats lorsqu'on est avec des personnes qui sont en phase d'émotion importante. Je vous ai mis maintenant, c'est là où je vous dirais que j'ai mis des slides qui sont très chargés, mais parce que je ne voulais pas vous en faire 50 derrière non plus. Puis je voulais que ça fasse un peu pour vous comme une espèce de fiche récapitulatif des principes clés de la d'escalade. Comme je vous disais tout à l'heure, la personne, elle arrive. Au lieu d'être sur votre ordinateur puis de commencer à rentrer votre dossier ou à préparer votre dossier à enregistrer, accueillez la personne, observez, voyez dans quel état la personne elle est. Ça va vous permettre d'éviter de vous mettre en danger, ça va vous permettre d'ajuster tout de suite votre discours, votre intervention. Donc, c'est un élément important. Valider l'émotion, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez le droit de... Vous êtes en colère, M. Côté, mais ça ne doit pas être facile. Vous avez le droit d'être en colère. Là où la personne n'a pas le droit, c'est d'être violente. Mais la colère, la ressentir, l'émotion, elle a le droit. On va éviter de minimiser ou d'amplifier l'émotion. Ensuite, on va formuler des phrases simples et courtes. Rappelez-vous que le vocabulaire que vous maîtrisez, le savoir que vous maîtrisez n'est pas celui de monsieur, madame, tout le monde. Et on dit souvent que lorsque les gens sont en émotion forte, le cerveau reptilien a 5 ans. Donc, votre vocabulaire, simplifiez le plus possible, des phrases simples, abaissez le ton, le rythme et utilisez des mots simples. Ralentissez, baissez le ton et vous allez voir, ça va amener un effet d'apaisement chez la personne. Quand vous voyez que, oups, la charge mentale, elle a de la difficulté à se concentrer, si vous donnez plein d'informations en même temps, elle n'arrivera pas à tout prendre l'information. Donc, il vaut mieux la séquencer en petites parties pour qu'elle soit capable de l'intégrer et vérifier qu'elle l'a bien intégré. Ensuite, ça c'est ce qu'on vient de faire, de maintenir une posture détendue, les bras ouverts, relâchés, ça c'est des choses que je pense qu'on connaît assez bien aussi. Utiliser le « je ». J'aurais besoin, M. Côté, de votre collaboration. Je trouverais ça important, M. Côté, qu'on puisse échanger calmement, à votre rythme, quand vous êtes prêt. Bon, généralement, faites-vous-en pas, vous n'allez pas perdre plein de temps dans votre consultation. Généralement, ça se place assez rapidement quand même. Utilisez le « je ». Rester factuel, se concentrer sur les faits et sans répondre sur un ton émotif et sans répondre aussi, j'ai le goût de dire, aux provocations de la personne. On sait bien, vous, c'est pas votre problème, hein? Vous allez bien dormir ce soir. Bien, moi, je me souviens, en gestion de conflit, mon professeur à l'époque à l'université disait toujours dans la relation, ce qu'il y a de plus important, c'est de la maintenir, la relation. Dans un conflit, ce qui est le plus important, c'est de maintenir la relation. Donc, si vous voyez que c'est pour éclater, ça peut vous mettre en danger. Ça peut mettre en danger la personne parce qu'elle va partir abruptement. Il va y avoir une rupture du soin. Donc, le plus important, ce n'est pas notre ego, c'est de maintenir la relation. Donc, il n'y a pas de honte à reculer, à laisser passer. Ça ne veut pas dire qu'on se laisse attaquer, hein. On peut mettre notre limite, bien entendu. Mais on choisit, comme on dit des fois, on choisit nos batailles.
C'est-à-dire qu'on choisit de ne pas rétorquer, de ne pas répondre à l'attaque nécessairement de la personne. Oui, j'entends pour vous, M. Côté, que c'est préoccupant ce que vous vivez. Je refocus pour la prise en compte de ce que la personne vit. Je suis là pour vous aider. Et aussi, ce que je trouve intéressant, nous avons le même objectif, M. Côté, vous et moi, c'est votre santé. On va essayer de faire équipe ensemble pour voir comment on peut s'aider. On a le même objectif. C'est beaucoup plus facile de capitaliser sur ce qui nous réunit. Ça, c'est sûr, c'est indéniable. La personne est là pour sa santé, elle n'est pas là pour décliner. Son objectif, c'est sa santé, ou en tout cas que ça soit le moins pire possible, dépendamment de son état de santé. Et c'est votre objectif aussi. Donc, vous avez quelque chose sur lequel capitaliser l'alliance. Donc, mettez-le en évidence dès le départ avec la personne. Vous et moi, on a le même objectif, c'est votre santé. Ça va permettre à la personne de se dissiper, d'éviter de se dissiper. Ça va permettre à la personne de refocaliser et probablement de créer beaucoup plus rapidement l'alliance avec vous. Et ça, c'est une phrase clé qui, pour moi, l'avoir utilisée plusieurs fois, ça fonctionne assez souvent dans la gestion de conflits aussi. Proposer une alternative constructive. Donc, comment on peut trouver une solution ensemble à cette difficulté-là qu'on rencontre en ce moment? Donc, ça, c'est la première partie. Puis, je vous ai mis une deuxième slide aussi qui est assez chargée également. Ne pas répondre, comme je vous disais, aux premières provocations. Adapter une gradation dans l'intervention. Donc, comme je vous disais, on ignore certains comportements et proposer des requêtes SMART. Si vous voyez que la personne est en train de perdre le fil, le contrôle d'elle-même, une requête START, c'est simple, c'est mesurable, c'est quelque chose que la personne peut actionner, réaliste, temporel, défini. De ce côté, on va prendre un petit 30 secondes, on va se poser maintenant. C'est spécifique, c'est mesurable, c'est maintenant, c'est quantifiable, c'est réaliste, 30 secondes. On va prendre le temps, on va se poser maintenant 30 secondes. Je pense que c'est important. On a le droit de se donner ces 30 secondes-là. Pouf! Votre requête, elle est claire. Et si la personne est en capacité de répondre à votre requête, vous savez que là, oups, le lien est beaucoup plus... ça veut dire que c'est une piste pour dire que le lien est établi. Évitez évidemment le contact physique lorsque la personne est en agression. Je sais que vous avez souvent touché la personne, évidemment. L'informer. Attention, de ce côté, je vais prendre votre bras, ou je vais faire ci, ou je vais faire ça. C'est une façon que la personne se sente considérée et aussi pour éviter qu'elle soit surprise que vous rentriez évidemment dans sa bulle alors qu'elle est déjà en situation de souffrance. Et on va se donner le temps. C'est un processus qui peut prendre quelques minutes de ce côté, mais on va prendre le temps. Et évidemment, ne pas chercher à forcer un apaisement immédiat. On laisse retomber la poussière. Si la personne n'est pas prête, écoutez, M. Côté, aujourd'hui, je pense que je viens de vous dire beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous diriez qu'on se revoit peut-être dans 2 jours ou... même si on veut aller plus loin, si la personne est au 2e étage, ça ne donnera rien de forcé. Fait que vaut mieux attendre, laisser la nuit porte conseil, comme on dit, lui laisser le temps d'absorber par petites doses ce que vous avez dit, peut-être de revenir avec des questions aussi, même de lui suggérer. Écoutez, je vous invite à repenser à ce qu'on a dit, à peut-être même écrire vos questions si vous voulez, ou les dicter sur votre téléphone, comme vous le souhaitez. Et on se revoit dans 2 jours. Moi, je vais toujours être disponible avec vous. Donc, ça évite de vouloir forcer absolument. Donc, j'entends parfois les gens qui disent « Oui, mais on n'a pas beaucoup de temps. On a des patients qui nous attendent plein la salle. On n'a pas beaucoup le temps de faire tout ça. » Mais je vous assure, de toute façon, vous allez gagner en efficience, vous allez gagner en temps. Parce que plus vous allez forcer, plus vous allez insister,
alors que la personne est au 2e étage, moins vous allez avoir de résultats. De toute façon, vous n'allez pas être efficient et ça va prendre plus de temps comme intervention. Fait que les petites phrases clés, les interventions clés dès le départ, vous allez gagner en efficience. J'ai mis ici quelques phrases, des formulations de phrases, justement, que moi, je trouve qui sont intéressantes pour offrir une option d'alternative. Je vois que cette situation vous met en colère, vous avez le droit. Voulez-vous qu'on en parle maintenant ou vous préférez qu'on en parle dans quelques minutes? Donc, pendant ce temps-là, on peut faire la consultation. Donc, vous voyez ici, vous voulez qu'on en parle maintenant ou qu'on en parle plus tard? C'est une façon d'impliquer la personne dans un choix, la respecter, l'impliquer, faire en sorte qu'elle a du contrôle. Elle n'a peut-être pas de contrôle sur la sorte de cachet qu'elle va prendre, mais par contre, sur ça, elle peut avoir du contrôle. Donc, c'est important de trouver, dès le départ, comme je vous disais, des éléments où la personne peut voir qu'elle a du contrôle sur quelque chose. Voulez-vous, M. Côté, que je commence par prendre votre température ou prendre votre pression? Ça a l'air des détails, mais quand la personne est angoissée, c'est la concentrer sur quelque chose sur lequel elle a du pouvoir, elle a du contrôle. Et ça apaise la personne, au lieu de sentir qu'elle fait que subir ce qu'on lui fait vivre. Reformuler pour apaiser. J'entends que ça vous paraît injuste, ce que je vous propose qu'on regarde ensemble ce qui peut être fait. Qu'en pensez-vous? Proposer une pause, je sens que c'est difficile. On peut reprendre dans quelques instants. Bon, vous voyez, c'est toutes les phrases que je viens un petit peu de formuler. Plutôt que de nous stresser, on va regarder les faits ensemble, M. Côté. La première des choses, il y a tel élément, tel élément, tel élément. Donc, restez sur quelque chose de factuel. Vous avez des attentes importantes et j'entends votre frustration. Moi, je dis souvent, utilisez le mot « pas je comprends » parce que non, vous ne me comprenez pas, vous ne savez pas ce que je vis à l'intérieur. Ah, là, on est mal pris dans ce temps-là et ça vient faire comme une espèce de petite rupture dans l'alliance qu'on essaie de créer. Mais j'entends ça, il n'y a personne qui peut vous contredire. J'entends que. Et franchement, l'intégrer dans votre discours quotidien avec votre patientèle, ça aide à créer de l'alliance avec la personne avec qui vous êtes en relation. Voilà. Est-ce que... maintenant, quand et comment poser une limite? Peut-être juste savoir, il me reste combien de temps environ? Une demi-heure. Une demi-heure? Ah, OK, d'accord. Bon, bien, ça va. Vous n'êtes pas fatigué? Vous n'avez pas envie de vous lever un peu? Il me semble que ça ferait du bien, se lever un petit peu. J'imagine que vous êtes trop timide pour la faire, mais... Alors, quand et comment poser une limite? Expliquer calmement, utiliser une voix posée, un ton neutre, nommer factuellement les choses, indiquer clairement les conséquences de ce comportement en lien avec la situation. Monsieur Côté, voici la conséquence. Si vous continuez à crier, moi, je ne pourrais pas être en mesure de vous accorder l'attention nécessaire. Je ne pourrais pas poursuivre cet échange. Donc, là, j'utilise le « je » et je viens poser ma limite. C'est moi, ça. Moi, je ne serais pas en capacité, M. Côté, de continuer. Donc, ça amène la personne à prendre en compte la limite ou pas que je viens de lui dire. Mais si elle la respecte, tant mieux. Si elle ne la respecte pas, j'ai annoncé que je ne serais pas en capacité de. Donc, je l'ai fait dans le respect de la personne. Il y a une chose aussi que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure. Je vais passer sur celle-là, puis je vais revenir. Rappelez les règles. Vous savez, M. Côté, ici, on est ensemble dans une relation où on tente d'établir un meilleur soin pour vous. On partage le même objectif, votre santé. Pour moi, je trouve ça important qu'on travaille dans le respect mutuel. Je suis là pour vous, vous êtes là pour vous. Alors, on va prendre le temps de s'écouter. Donc, on pose nos attentes claires, nos règles. Les règles, ce n'est pas juste les nôtres, hein, c'est des règles de bienveillance. Quand une personne est en perte de contrôle, on pourrait tendance à croire que de rappeler
les conséquences des comportements ou les règles, ça peut être strict. Mais une personne qui est en perte de contrôle, elle a besoin de sentir que vous êtes bien dans vos baskets, bien enraciné, bien posé. Elle va vous faire parfois plus confiance si elle sait que vous, justement, vous avez un cadre. Parce qu'à ce moment-là, elle sait qu'elle peut s'appuyer sur vous. Mais si vous n'avez pas de cadre, vous ne mettez pas de limite, ça peut être angoissant et insécurisant pour la personne. Ça vaut pour les adolescents aussi, mais ça, c'est autre chose. Donc, je voulais vous dire aussi, quand on pose des questions à la personne, je vous ai suggéré de poser des questions ouvertes pour la faire passer du 2e étage au 3e étage, qu'elle s'implique, qu'elle participe, qu'on n'ait pas à tout le temps tirer toutes les verres du nez, puis ça va être plus facile pour nous aussi. Mais également de poser des questions ouvertes, formulées positivement. Monsieur Côté, pourquoi vous n'avez pas fait telle chose? Pourquoi ça a été difficile pour vous de prendre votre médication? Il va vous sortir toute la liste des problématiques. Et probablement, à moins que vous ayez quelque chose de précis que vous voulez aller vérifier, OK. Mais sinon, Monsieur Côté, qu'est-ce qui permettrait que ça soit possible pour vous de prendre la médication? C'est 2 approches différentes, mais qui n'amèneront pas la personne dans la même disposition. La première, c'est comme si vous lui mettiez la tête que dans toutes les difficultés qui empêchent la personne de, tout le justificatif. À ce moment-là, elle est très loin d'appliquer la solution. Et l'autre, qu'est-ce qui permettrait, M. Côté, que vous acceptiez ce soin-là? Et en même temps, les problématiques vont ressortir aussi quand même. Bien, moi, j'aurais besoin d'être rassurée, j'aurais besoin de plus d'informations, j'aurais besoin qu'on me montre comment faire, j'aurais besoin qu'on me parle des conséquences. Il va quand même, peut-être pas tout de suite, mais à tout le moins, en tout cas, il va quand même parler, mais là, il va parler de ses besoins. À partir du moment où il parle de ses besoins, c'est une façon de gérer les émotions. Ça va? Ça marche avec nos conjoints aussi. Donc, distinguer le refus du patient de l'opposition agressive. Il est vrai que j'ai souvent remarqué qu'on confondait les deux. Donc, le patient, il n'est pas dans l'agression. Je ne veux pas prendre ce traitement. Il a le droit de l'exprimer. Je ne veux pas. OK. Elle exprime son désaccord ou son choix, mais sans agressivité. Ce n'est pas de l'agressivité de dire « je ne veux pas prendre ce traitement-là ». Derrière, il y a un inconfort derrière, il y a une émotion, il y a une inquiétude. Donc, on va s'intéresser, OK, et qu'est-ce qui permettrait, M. Côté, que vous preniez ce traitement-là? Il va vous le dire, ben moi, j'ai pas assez de recul sur est-ce que c'est bon la vaccination, c'est pas bon? Un sujet qu'on a quand même d'actualité il n'y a pas si longtemps. Hein? Donc, OK, on propose des alternatives, on apporte les explications complémentaires que la personne, elle a besoin. Pourquoi lui poser la question ouverte? Qu'est-ce qui permettrait de prendre ce traitement? Parce que c'est elle qui va nous orienter sur les informations dont elle a besoin. Ça évite qu'on soit dans une conversation parallèle. C'est-à-dire que moi, je pense qu'elle ne veut pas, donc je vais lui donner plein d'informations là-dessus. Vous n'y êtes pas. C'est pas du tout ce qu'elle veut savoir, elle, c'est ça. Donc, ça évite que vous ayez à travailler inutilement pour rien, à dépenser de l'énergie pour rien. Travaillez avec le patient. Vous, qu'est-ce qui permettrait que ça soit possible? De quoi vous avez besoin? Et c'est lui qui va vous le livrer sur le plateau d'argent. Donc, vous allez avoir moins besoin à travailler fort. Vous allez avoir aussi moins de risques d'échec parce que vous allez avoir proposé quelque chose une première fois. Non, ça ne fait pas. OK, vous cherchez une autre solution. Ah non, ça ne fait pas. Ah, une troisième. Vous allez être épuisé. Si vous faites 25 patients comme ça, vous allez être épuisé. Protégez-vous. Prenez soin de vous. Donc, faites participer la personne avec vous. C'est ça, l'alliance thérapeutique.
L'opposition agressive, la personne exprime son refus par des insultes, des menaces ou une posture hostile. Évidemment, on ne va pas répondre sur le même ton, mais on va poser le cadre ferme comme on a dit tout à l'heure. Maintenant, la gestion du stress, notre gestion de stress, nous, en tant que soignants, et la position, le stress du patient. La posture d'observation pour ne pas absorber les émotions du patient. On est un observateur. On peut s'imaginer parfois, quand on sent qu'une situation nous touche, on a le droit d'être touché par ce que vivent les patients. On a le droit de se sentir parfois rentrer un peu dans l'histoire. Je ne vous cacherai pas que c'est le miracle des neurones miroirs. Quand je regarde un film sur les girafes, ça ne suscite pas beaucoup mes neurones miroirs. Mais si j'ai une peine d'amour, puis que je vais au cinéma, puis que je vois une peine d'amour, ça va forcément... Là, vous comprenez c'est quoi le concept de neurones miroirs. Hein? Donc, quand on est avec notre patientèle, bien, parfois, ça peut arriver hein, qu'on est un peu dans une situation qui nous touche personnellement. Donc, dans ce temps-là, moi, je me dis, bien, j'ai le droit, je suis un humain, puis tant mieux si parfois... Mais par contre, dans cet espace-ci, là, je le mets sur une étagère. Je vais le reprendre après, je vais le travailler après. Mais le travailler, ça ne veut pas dire que je dors dessus tous les soirs, hein? Parce que ça veut dire qu'à un moment donné, vous allez vous épuiser. Hein? L'étagère va être pleine, ça va être compliqué. Mais je peux le mettre temporairement sur l'étagère. Et parfois, ce que je vais faire, c'est que je vais monter, un peu comme si j'étais sur un balcon et que je regardais la scène. Je me regarde parler, je regarde la personne parler. Ça m'aide rapidement à me dissocier pour être capable d'observer les faits et d'observer et de me réajuster. Donc, moi, c'est une technique que j'utilise assez souvent quand j'interviens pour être capable, justement, de me dissocier puis de rester focus sur la situation, sur ce qui se passe, pour être capable d'apaiser mes émotions, mais je ne les nie pas. Je vais juste les mettre sur l'étagère et ensuite, je vais les reprendre pour les travailler. Ah oui. Ça, j'avais appris ça. Les pieds au sol, les orateurs. J'ai travaillé au Canada pendant quelques années dans le monde politique et puis un des premiers trucs qu'on apprenait aux orateurs, c'était... bon, c'était pas très sexy pour les femmes, là, mais c'est d'écarter un peu les jambes pour être sûr qu'elles sont bien ancrées. Donc, derrière un pupitre, je ne sais pas comment vous appelez ça, là, mais habituellement, ça paraît moins. Bon, moi, je le cache un peu, je bouge un peu, mais n'empêche que j'essaie tout le temps d'avoir quand même une bonne... J'essaie d'éviter d'avoir les pieds comme ça. Parce que quelqu'un vous envoie une émotion, c'est-à-dire les jambes serrées, ou quelqu'un vous envoie une émotion ou une question qui vous déstabilise, ça va tout de suite vous paraître... C'est pas juste parce que ça paraît, c'est juste que ça va vous toucher. Donc, le fait d'être bien groundé comme ça, les pieds au sol, ça va être utile aussi. Donc, parfois, ça peut être des trucs, les épaules détendues, la respiration consciente et aussi tout ça, pour éviter d'être submergé puis d'être professionnel dans votre relation. Et éviter de se laisser envahir. Prendre la distance, il y a aussi visualiser une bulle protectrice, ça aussi, des fois. De s'imaginer qu'on est dans une bulle. Ça peut être un exercice que vous faites le matin avant de commencer les personnes à voir, de s'imaginer rentrer dans une espèce de bulle où vous sentez fort, où vous sentez solide, où vous sentez qu'il y a de la lumière, pour faire en sorte que les choses viennent moins vous impacter lorsque vous allez être en relation avec la personne. Donc, ça peut être un outil aussi de se dire que je suis ici pour aider, je ne suis pas la cible de la personne. La personne, elle exprime des choses, je suis juste, moi, le médium qui va lui permettre d'exprimer quelque chose. Il est vrai, mais je ne suis pas le sujet de sa frustration à la base. Donc ça, pour moi, je trouve que ça fait toute la différence pour éviter que moi, je rentre dans une émotion lorsque les gens... j'ai l'impression que je suis leur cible. Non, je ne suis pas leur cible. En général,
puis même, je vous dirais, pas juste en général, quand vous voyez une émotion chez l'autre, c'est pas vous qui avez généré son émotion. Elle était déjà présente. C'est juste que ce que vous avez dit, ce que vous avez fait, a réveillé quelque chose qui était déjà là. Mais vous ne l'avez pas mis dans l'autre personne. C'est très rare. Ça fait que généralement, ça, moi, depuis que je me conscientise plus sur ça, je trouve que ça me permet de mieux accueillir plus simplement. C'est pas dire que je ne suis pas humaine, hein, évidemment, on ne reste pas froid, mais en tout cas, ça me permet de mieux tolérer et de mieux accepter l'émotion de l'autre. Parce que je me dis, c'est pas moi qui l'a mis dans l'autre, c'est pas moi qui l'a provoqué. Elle était déjà là. Moi, si vous me dites que demain matin, je sais pas, moi, vous me traitez de Canadienne qui n'a pas d'allure et tout ça, franchement, ça n'aura pas d'impact pour moi. Parce que c'est pas une émotion, j'ai pas de frustration à être Canadienne. Donc, vous ne viendrez pas éveiller quelque chose en dedans de moi. Mais si ça me touchait, c'est plutôt parce que mon expérience de vie fera en sorte que c'est déjà là. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, d'où l'importance de se rappeler, quand vous voyez l'émotion de l'autre, ça lui appartient, c'est son émotion. On va l'accompagner, certes, mais ce n'est pas vous qui avez suscité ça. Elle était déjà présente à l'intérieur de la personne. Bon, de temps en temps, hein, prendre le temps de s'étirer, de respirer, se laver les mains, aller boire un verre d'eau pour vous permettre un peu comme, on va dire, je viens de finir une intervention, c'était un peu compliqué. OK, je change d'angle. Je vais faire autre chose. Ça fait une rupture psychologique avec ce que vous venez de vivre. Si vous restez assis, vous accueillez l'autre personne qui rentre, alors que vous venez de vivre quelque chose de quand même difficile, il n'y a pas de rupture. Donc, l'émotion que vous aviez est toujours là, est toujours à la même place. Et il arrive l'autre par-dessus. Donc, pour faire une rupture de schéma, on se lève, on va prendre un verre d'eau, on s'étire, on se lave les mains, on range quelque chose. Psychologiquement, ça fait une différence. Vous allez vous rasseoir, c'est comme s'il y avait une rupture avec la rencontre précédente. Donc ça, ce n'est pas quelque chose qui prend beaucoup de temps, mais qui peut faire en sorte de vous protéger aussi pour rester avec votre belle énergie et de préserver votre pile élevée toute la journée. Maintenant, moi, j'aime beaucoup cette slide-là. Comment vous auto-évaluez votre santé mentale, votre bien-être, votre pile, si je peux me permettre? Est-ce que vous l'évaluez déjà? Est-ce que vous vous posez la question, au fait, comment je vais? Vous le demandez aux patients. Mais est-ce que vous vous posez cette question-là? Je vois des sourires. J'ai l'impression qu'on ne se la pose pas tout le temps. Donc, avec quel outil, si vous le faites, ou avec quelle technique, vous vous demandez comment vous allez? À quel rythme? Bon, j'ai répété avec quel outil, c'est une erreur. Avec quel rythme? Une fois que vous avez fait votre auto-évaluation, vous en faites quoi? C'est bien beau de se dire, ouais, je ne vais pas super bien. OK, je continue. Je n'ai pas le temps. La salle est pleine. OK. Quels sont les signes, vos signes, qui vous donneraient l'alerte qu'il est peut-être temps de faire quelque chose, voire même d'aller consulter? Eh oui. Auprès de qui vous demanderiez de l'aide? Et qu'est-ce que vous attendriez de cette aide? Moi, j'ai le goût de vous dire, si vous voulez vous préserver, répondez, tentez de répondre à ces questions-là. Si vous n'avez pas les réponses aujourd'hui, bien ce soir, peut-être pas ce soir, là, parce qu'il est un peu tard, mais un autre soir ou ce week-end, donnez-vous le devoir de le faire pour prendre soin de vous-même. Parce que si vous ne vous voyez pas, c'est comme les patients. Il y a des symptômes, ils ne les écoutent pas. Ils arrivent à un moment donné, quand là, ça ne peut plus se cacher.
Bien, vous, est-ce que vous regardez vos petits symptômes des fois de stress ou d'inconfort? Et à quel moment vous diriez, oh, ouais. Moi, je sais personnellement, mes symptômes, mes signes de stress, quand je ne dors pas bien pendant 2-3 nuits, je sais que ça, c'est un symptôme. Quand je commence à faire une plaque rouge ici, je sais que c'est un symptôme. Et je suis contente de connaître mes signes parce que c'est des alertes qui me permettent d'être à l'écoute, puis de me réajuster, puis d'éviter que ça empire. Donc, ce que vous dites à vos patients, bien, vous pouvez vous l'appliquer aussi, mais je dis ça, je dis rien. Donc, on va regarder justement un petit outil bien simple d'auto-évaluation. Voilà. Ça peut être 1 sur 5, comment je vais aujourd'hui. Vous avez ici, c'est un outil, j'ai choisi celui-ci, j'en avais un autre, mais j'ai choisi celui-ci parce que je trouvais en même temps que ça pouvait être intéressant pour vous de savoir auto-évaluer aussi, ou d'évaluer avec la personne son niveau de bien-être. Ça veut dire que le patient qui rentre, que vous sentez qu'il est fébrile, qui est peut-être au niveau psychologique pas tout à fait bien, bien, ça vous permet de voir est-ce que je dois appuyer sur le bouton rouge ou non, il est plutôt en jaune. Donc, ça permet, c'est quoi un bleu? Quelqu'un qui est en santé mentale optimale, ça ressemble à quoi? Comment il se comporte? Qu'est-ce qu'il fait? La même chose au niveau du vert, bonne. Au niveau de moyenne, au niveau de mauvaise, au niveau de rouge. Donc, ça vous permet d'avoir un descriptif. Ce n'est pas une science infuse, mais c'est un bon guide, je trouve, pour être capable de repérer le niveau potentiel, le sien, de détresse psychologique ou des personnes que l'on rencontre et de pouvoir ajuster en fonction de ça. C'est simple. Ça peut peut-être même faire un peu bon enfant, mais parfois, les outils les plus simples sont les plus faciles aussi à utiliser. Puis moi, je vous dirais que parfois, je ne fais pas juste moi regarder la personne puis me dire « OK, je pense qu'il est à moyenne », puis je me fais ma propre évaluation de lui. Je le fais avec la personne. Encore une fois, par question de respect, par question d'autonomie, par question de lui donner le pouvoir, par question de l'impliquer aussi. Moi, je vois ça. Comment vous voyez ça? OK. Et si vous êtes là, combien de temps, dans un mois, vous voyez où s'il n'y a rien qui change? Ça peut avoir des échanges intéressants et des prises de conscience intéressantes aussi. Donc, ce qui est bon pour le patient, comme une expression qu'on dit chez nous, ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. Je ne sais pas si vous dites ça. Non? Bon. Vous l'enlèverez de l'enregistrement. Alors, voilà. Ça peut être à utiliser avec nos adolescents, avec nos proches. C'est un outil qui est simple, mais surtout, ce que je trouve intéressant, c'est pas juste de le faire à l'instant T. C'est-à-dire, OK, bon, aujourd'hui, je me sens là. Parfait. Refaites-le dans une semaine ou refaites-le dans 15 jours. Et dans 15 jours, je vais vous donner un exemple. Si je vous avais posé la question le 15 mai, où vous êtes? Vous pouvez répondre dans votre tête. Et si je vous demande aujourd'hui, est-ce que vous êtes à la même place? Est-ce que vous allez mieux? Est-ce que vous êtes à la même place? Et est-ce que cette place-là était confortable ou pas? Et si vous allez moins bien, vous allez attendre quoi et quand pour faire quelque chose pour aller mieux? Jusqu'à quand vous allez rester comme ça avant d'être acteur de votre santé de bien-être? Et si vous allez mieux, mais grâce à quoi vous allez mieux? Ça veut dire que vous avez mis en place des stratégies. Là, je prends pour le 15 mai, mais on pourrait très bien le prendre il y a 15 jours. Il y a 15 jours, il y a 15 jours, j'étais ici. OK. Aujourd'hui, je suis où? Ah, aujourd'hui, je suis ici. Ah! Mais qu'est-ce que j'ai changé depuis 15 jours? Qu'est-ce qui a changé qui fait que je vais mieux?
Et là, vous allez voir tout ce que la personne a pu mettre en place, inconsciemment parfois, qui sont ses astuces. Donc, c'est important qu'elle les conscientise, parce que ça veut dire qu'elle a mis en place par elle-même des choses, elle a déjà été acteur et ces stratégies-là ont fonctionné. Donc, c'est important de les mettre en lumière pour qu'elle puisse continuer à les faire. Donc, c'est une autre façon de l'impliquer. Et si jamais elle était là et qu'aujourd'hui, elle est là, qu'est-ce qui permettrait, Monsieur Côté, qu'est-ce qui permettrait d'aller mieux? Ou vous aimeriez être où dans une semaine, Monsieur Côté? Je l'ai fait avec une jeune fille. Bon, c'était pas tout à fait cet outil-là, mais c'était le même principe. C'était un mur d'humeur. C'était des illustrations de personnages dans différents états émotionnels. Et je lui ai demandé, comment ça va aujourd'hui? Où tu te situes? Ouais, OK, je me situe là. OK. C'est une information intéressante. D'accord. Moi, je trouve ça super que tu sois capable d'évaluer. C'est super, Julie, que tu sois capable de t'auto-évaluer. Je vais valoriser parce que la personne, elle s'implique. OK. Et ça fait combien de temps que tu es là? Parce que ça aussi, la notion de temps est importante. Donc, vous, si vous étiez à un endroit, ça fait combien de temps? Est-ce que c'est confortable, cette posture-là? Et si, dans une semaine, vous aimeriez être quel personnage ou être où dans 15 jours ou dans une semaine? Bien, moi, dans une semaine, j'aimerais passer d'ici à là. OK, super, Julie. Qu'est-ce qui permettrait que toi, tu puisses passer de là à là? J'ai fait ça avec une jeune fille de 15 ans en idée suicidaire qui a, par elle-même, été en capacité, c'est pas la seule chose qu'on a fait, mais c'est un des éléments. Elle a, par elle-même, été capable de trouver des stratégies pour aller mieux. Donc ça, wow, je me dis, super, et je vais valoriser beaucoup le travail que la personne, elle a fait. Donc, l'alliance thérapeutique, c'est ça. Je voulais vous le montrer dans ce sens-là, mais je voulais aussi pour vous-même que vous vous dites, vous êtes où aujourd'hui, refaites-le dans 15 jours, et si ça s'est amélioré, bien, conscientisez grâce à quoi ça s'est amélioré, puis faites-vous un petit peu de dose de dopamine, vous vous valorisez, vous vous félicitez, parfait. Et si ça va moins bien, qu'est-ce qui permettrait d'aller mieux? Et combien de temps vous allez être capable de tenir comme ça encore avant de faire quelque chose pour aller mieux? Ça va pour vous? OK. De toute façon, même si ça ne va pas, vous ne me direz pas. Hein? Le sommeil, le pilier de la santé mentale. Quand je rencontre des personnes, la première des choses que je vérifie, c'est leur qualité de sommeil. Comment est leur sommeil? Vous le savez, si le sommeil ne va pas, la santé psychologique, la santé physique, tout décline. Donc, le sommeil, c'est le pilier de la santé mentale, donc je vérifie avec les personnes. Et je me rends compte en ce moment à quel point il y a beaucoup de gens qui ont des troubles de sommeil. Vraiment. Donc, ça permet à la personne de comprendre que c'est par là, c'est sur ça qu'elle doit mettre de l'énergie en premier. Améliorer son sommeil. Aller consulter si elle a besoin, bien sûr. Ça fait combien de temps que son sommeil est comme ça? Si ça elle dit ça fait 6 semaines, il s'est passé quoi il y a 6 semaines? Puisque c'est il y a 6 semaines que ça a commencé. Des fois, il y a des informations importantes à aller chercher là. Monsieur Calandro, vous me direz si j'ai tort. Moi, j'ai toujours entendu que quelqu'un qui ne dort pas pendant 24-48 heures, il va ressentir un peu ce que ressent un schizophrène. Est-ce que c'est juste quand je dis quelque chose comme ça? En termes d'hallucination, en termes de sentiment de persécution. Dormez pas pendant 24-48 heures, vous allez voir que votre cerveau va avoir de la difficulté à bien des égards de fonctionner. Donc, et il faut se rappeler aussi que dans le sommeil, évidemment, il y a 3 phases au sommeil.
la deuxième phase, qui est la phase plutôt réparatrice, la cicatrisation, etc., les hormones de croissance, puis la troisième phase, qui est le sommeil, où on va justement faire le tri. C'est-à-dire toutes les informations inutiles de la journée, on les balaie, et toutes les informations importantes qu'on veut transmettre dans notre mémoire long terme, c'est là où le passage va se faire à cette phase de sommeil. Donc, les gens qui se réveillent la nuit, des fois, il y a des gens qui vont s'endormir facilement, mais ils se réveillent à 2 heures du matin avec la difficulté de sommeil. Donc, il va falloir le prendre en compte tout autant que quelqu'un qui a de la difficulté à s'endormir. Bon. Les signes de troubles de sommeil, je pense que vous les connaissez, donc je vais passer quand même assez rapidement sur ça. Vous pourrez les revoir s'il y a besoin. Les astuces favorables au sommeil. Bon, il y en a plusieurs, mais je vais vous en parler de 3 que j'aime beaucoup. La première des choses, vous savez, les personnes qui ont la charge mentale très élevée et que ça n'arrête jamais de réfléchir dans le cerveau, il y a une étude qui a démontré que d'écouter des reportages sur les animaux, ça apaisait la charge mentale, le cerveau. Et c'est logique quand on y pense. Pourquoi? Et la maman éléphant, elle avance avec ses petits. Déjà, juste la voix en tant que telle, c'est quasiment de l'hypnose. La séquence des images, c'est doux. C'est pas plein de flashs, plein de sons, plein de... Donc, déjà là, ça évite de surstimuler le cerveau. Ça ne stimule pas mes neurones miroirs, comme je vous disais tout à l'heure, et ça favorise la détente. Donc, les gens qui ont de la difficulté à arrêter, là, de trouver le bouton « off », là, ça peut être une bonne technique. Moi, je peux vous dire que je connais quelqu'un à qui ça fonctionne très bien. Dans mon entourage, c'est assez efficace. Ensuite, bon, il y a la musique, le canon de Pachelbel au niveau du rythme cardiaque, mais il y a aussi le house tour ou le visite tour qui consiste, et j'ai donné cette suggestion-là récemment à des personnes, et il y en a beaucoup qui l'ont utilisé, qui m'ont dit « mais ça fonctionne ». Bon, bien tant mieux si ça fonctionne. Ça ne veut pas dire qu'il y a une baguette magique qui va fonctionner pour tout le monde. Mais quand on connaît plusieurs trucs, à un moment donné, on les essaie et on essaie de voir lequel qui nous convient. Donc, le visite tour, ça consiste à, imaginez-vous, une maison dans laquelle vous êtes confortable. Ça peut être la maison de votre grand-mère, de votre tante, de quelqu'un, une maison qui, pour vous, représentait le cocooning. Donc, vous regardez la maison, tout ce qu'il y a à regarder et à voir avant de rentrer. Tout ce qu'il y a à voir, tout ce qu'il y a à entendre, tout ce qu'il y a à sentir, à respirer. Vous prenez le temps de balayer avec vos sens tous vos souvenirs par rapport à tous les détails. Une fois que c'est fait, évidemment que vous ne balayez pas comme ça, là, hein? Vous prenez le temps, chaque détail. Une fois que c'est fait, vous ouvrez la porte, vous rentrez et vous refaites la même chose. Si c'est une maison avec une pièce ouverte, vous commencez par juste l'espace immédiat. Vous observez la couleur, les murs, les bruits que vous entendez, les odeurs, les sons, tout. Vous prenez le temps de tout regarder, les couleurs, les formes, la disposition. Une fois que c'est fait, vous changez de pièce. Essayez-le ce soir si vous voulez. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'ils n'ont jamais eu le temps de finir la maison, de la visiter, que pouf, ils dormaient. Donc, ça peut être une technique. Et évidemment aussi, ça, c'est pas celle-là. À la fin, je ne l'ai pas... j'ai mis à la fin quelques slides spécifiques sur la cohérence cardiaque. Est-ce que ça vous parle, la cohérence cardiaque? Ça, c'est quelque chose qu'on peut utiliser souvent. 5 minutes, 3 fois par jour, pendant 2 semaines. Croyez-moi pas, essayez-le, testez-le. Ne me croyez pas, testez-le. Vous l'avez déjà utilisé? Il y a plein. Vous allez voir dans les slides que je vous ai mis, ça dit toutes les techniques, qu'est-ce que ça amène, etc. C'est bon pour la longévité, c'est bon pour apaiser, recharger sa pile de santé mentale, etc. 5 minutes. La cohérence cardiaque, ça consiste simplement à respirer le même rythme et expirer du même rythme pendant 5 minutes. Je vous ai même mis
deux cohérences cardiaques. Vous avez juste à cliquer dessus. Ça vous amène sur le lien YouTube où vous pouvez tout de suite vous mettre en situation. Fait que pendant votre pause de midi, 5 minutes de cohérence cardiaque avant de commencer le matin, puis à la fin de votre journée, et ça y est, c'est bon. Vous avez une bonne dose pour votre pile. Voilà. Ensuite de ça, bon, les hormones du bonheur. Hein, donc, je me suis permis de rappeler ma dose des hormones du bonheur. Donc, la dopamine. La dopamine, c'est une hormone qui est sécrétée quand on a de la récompense. Quand on fait une liste de to-do puis qu'on raye notre liste, moi, je ne sais pas vous, là, mais moi, à chaque fois, ça me donne une petite satisfaction. Donc ça, c'est une technique simple pour produire de la dopamine. La dopamine, ça favorise la concentration, ça favorise l'esprit d'initiative. Écouter de la musique, essayer quelque chose de nouveau va produire de la dopamine. Ensuite, l'oxytocine. L'oxytocine, qui est l'hormone de l'amour et du lien. L'oxytocine, elle, recevoir et donner un massage, va produire de l'oxytocine. Passer du temps avec des amis, montrer de l'affection, ça va favoriser la sociabilité, ça va favoriser la sensation de bonheur. Donc, si vous avez des temps de déprime, c'est pour ça qu'on dit aux gens que c'est important de ne pas s'isoler. Et c'est pour ça aussi que les gens, pendant la crise COVID, qui ont été en confinement longtemps, ont perdu de l'oxytocine. Les femmes enceintes connaissent bien cette hormone-là parce que lorsqu'elles accouchent, alors qu'elles viennent d'avoir un moment quand même assez pénible physiquement, habituellement, quand on est en douleur, qu'on vient nous toucher, et on réagit. Et là, pourtant, on vous dépose un petit bébé dans les bras et vous êtes tout de suite gaga. Bien, il paraît que c'est le pouvoir de la dopamine, donc de l'oxytocine, pardon. Faire un câlin de 30 secondes va vous donner une dose d'oxytocine. Donc, comme je dis souvent, si vous n'avez personne avec qui faire un câlin, achetez-vous un chien, un chat. Ça fait aussi. Peut-être pas un poisson rouge, comme je dis souvent, mais... Donc, l'oxytocine, c'est vraiment important de ne pas s'isoler. Et c'est important de le rappeler pour soi et de le rappeler aussi, de vérifier avec les gens, c'est qui, vous, autour de vous, les personnes qui vous font du bien. Ensuite, la sérotonine. Ah, je suis trompée dans l'ordre. On va y aller par l'endorphine alors. L'endorphine, les sportifs connaissent bien. Quand on fait du sport, il reste combien de temps? 5 minutes? Oui. OK, je suis correct. Merci. L'endorphine, quand on pleure, quand on rit, quand on chante, ça favorise la diminution du stress et la sensation de douleur. Donc, marcher rapidement pendant 6 minutes. Qui n'est pas capable de faire ça chaque jour? Marcher rapidement pendant 6 minutes. Ça va vous donner une dose d'endorphine qui va franchement vous recrinquer, diminuer votre stress et vous redonner de l'énergie. Et ça diminue la sensation de douleur aussi. Donc, évidemment que ce n'est pas une marche comme ça. Hein? Ça ne vous produira pas beaucoup d'endorphine. Donc, une marche rapide, 6 minutes. La sérotonine, elle, c'est l'hormone qui va stabiliser les humeurs, qui va favoriser le sommeil, qui va aussi, au niveau de réguler, diminuer la sensation de faim. Donc, on dit que se mettre au soleil, pas faire la crêpe au soleil, là, mais se mettre au soleil, profiter de la lumière du jour, faire de l'exercice et aussi apprécier son influence sur les autres quand on gère des projets, ces choses-là, ça produit de la sérotonine. La sérotonine, il faut savoir que les personnes qui travaillent de nuit, au lieu de tout de suite aller se coucher ou de se mettre devant la télé un peu sombre quand ils rentrent, avant de dormir, c'est pas top. Vaut mieux aller prendre une demi-heure à l'extérieur, la lumière du jour, parce que le soleil du matin produit plus de sérotonine que le soleil d'après-midi. Et la sérotonine favorise le sommeil profond. Donc, ça peut être une technique pour nous permettre d'aller mieux. Donc, voilà, je pense que j'ai pas mal... Bon, j'ai les respirations en carré. Je vous ai mis aussi un petit...
Bon, ça, c'est tout ce que j'ai mis sur la cohérence cardiaque. Je vous les passe parce que l'objectif, c'est que vous puissiez les relire, que vous puissiez les avoir. Et si vous avez envie de partager à des gens, allez-y, il n'y a pas de problème. Donc, j'explique tous les bénéfices. Voilà, vous allez voir, il y en a beaucoup de bénéfices quand même, parce qu'il y a plusieurs slides. Vous avez ici juste à cliquer sur ça et vous avez soit que vous suivez la boule ou vous suivez le son pendant 5 minutes. Vous en avez un deuxième aussi que je vous ai mis. Je trouvais qu'il ressemblait à des paysages du Canada. Et vous avez aussi la respiration en carré que je vous ai mis aussi un exercice. Donc, ça peut être des choses intéressantes à tester. Les sources. Et voilà. Bien, je suis dans le timing. Ça va? On va les avoir. Oui, oui, je vais vous les transmettre en arrivant à la maison. À l'association médicale? Oui. Et on pourra le mettre sur le site YouTube. Ça, vous pouvez l'utiliser. Parfait. Merci. De rien. Ben, en tout cas, moi, je veux vous remercier. Je trouve que à l'heure qu'il est, avec tout le travail que vous avez aujourd'hui, vous êtes encore là. Franchement, bravo.